d'un groupe de personnes parce que tout simplement, ils sont à la tête de l'État. Les hommes politiques centrafricains arrivent à comprendre que faisait que entre la parole donnée, les signatures, personne n'a respecté quoi que ce soit. Et on est revenu à chaque fois au point de départ. Voilà. Donnez votre nom, s'il vous plaît. Ah, pardon. Baudouin. On va s'arrêter là pour l'instant. Oui, si tu veux. Sinon, on peut vous donner des micros aussi. Si tu veux faire un peu de sport, tu vas là-bas. Si tu veux faire du sport, on te donne un micro. Un des grands ténors de cette époque, je veux citer Ndouba Prosper, mais il y avait Alphonse Blaguet, il y avait Jean-Paul Ngoupandé, il y avait Zelou, il y avait Nzapa Komanda, que sais-je encore. Donc ce n'est pas un exercice nouveau. Comme si on voulait faire croire qu'il n'y a pas eu de débat intellectuel dans ce pays, comme si on voulait croire qu'on sort d'une nuit noire dont parlait Hegel. Non. Nous sommes toujours dans un exercice d'autodépréciation. Il faut quitter cet état d'esprit. Justement, je félicite l'auteur pour cela, que nous retrouvons notre dignité. Non, dans ce pays, sur cette terre de nos ancêtres, nous étions dans les années 80 à parler de conférences nationales. On appelait ça à l'époque séminaire national de réflexion. Le Bénin a copié sur nous. Les autres pays ont copié sur nous. Nous avons instauré une constitution démocratique à cette époque-là. En 80, tous les leaders sans exclusif ont participé à ce dialogue. C'est pour ça que le dialogue n'est pas une chose nouvelle pour nous. Nous ne découvrons pas le dialogue. Non, pas du tout. Nous étions envahis, nous étions dans un monde où tout autour de nous, et en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, des dictatures qui n'ont pas supporté qu'un pays comme la RCA puisse initier la démocratie. Il est vrai, et Jean-Paul Ngoupandé l'a écrit, je l'ai relu dernièrement, il n'y a pas si longtemps, des acteurs politiques centrafricains ont été instrumentalisés pour détruire précisément la démocratie en RCA. Donc ce n'est pas nouveau. Mais bref, je m'arrête là pour les précisions, les repères historiques. Maintenant, venons à l'exercice auquel l'auteur nous appelle aujourd'hui, que je salue, parce que c'est un courage. On ne peut pas être d'accord avec lui, mais au moins il pose sur la table des problèmes, des questionnements, et surtout de ces questionnements, de ces problèmes, que nous devons de manière civilisée, intellectuelle, éthique, donner notre part de vérité. J'ai toujours aimé, je parle sous le contrôle de mon jeune frère Ougajano, le traité de tolérance de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. Il y a beaucoup de choses avancées. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a des acteurs ici qui ne seront pas d'accord. Depuis ce matin, j'étais avec Martin Ziguélé à une réunion à l'Assemblée nationale et il m'a dit, mais j'ai appelé Nicolas Tchanga, mais Nicolas Tchanga dit que tel parti, je ne suis pas d'accord avec. Bon, bref, il faut que Nicolas Tchanga aussi apporte sa version des faits, que Martin Ziguélé apporte sa version des faits. Chacun dans ce livre, on peut dire, en prend pour son grade. Bien entendu. Bien entendu. Ah, je vois l'éclat de rire de Joseph Bendunga, alias Joben. Chacun en prend pour son grade. Je suis secrétaire général du KNK, cela n'échappe à personne. Bozizé en prend pour son grade. Très bien. Mais je ne voulais pas focaliser la question sur la personne, la personnalité de François Bozizé. Non, nous sommes à un tournant délicat de la vie politique de notre pays. De manière que je ne voudrais pas verser dans la polémique sur certaines choses qui ont été avancées par l'auteur sur
la personnalité de François Bozizé. Mais le temps fait aussi son travail. Le temps est un instrument fondamental. Et à travers ce que l'auteur a écrit, j'ai remarqué qu'il a dit quelque chose de très intéressant. Moi aussi, je vais me prêter à l'exercice de lecture. Alors, page 52. Dans la mesure où l'opposition démocratique et les rebelles de la coalition Sénéca poursuivaient l'objectif commun, qui était le départ de Bozizé, il fut décidé, lors de notre première réunion interne à Libreville, de prendre langue avec eux pour voir dans quelle mesure contraindre Bozizé à la démission. Tchanga et Ziguel étaient chargés de faire ce travail. Très intéressant. Le peuple centrafricain peut se rendre compte aujourd'hui que lorsque les uns les autres affirment qu'il y a une collusion entre précisément Séléka et l'opposition démocratique de l'époque, ce n'est pas le fruit d'une invention, c'est une matérialisation. Et je dirais d'ailleurs à l'auteur qu'il a écrit quelque part, ou il a dit quelque part, que lorsqu'il était certainement acculé par certaines accusations, qu'il détenait un document comportant les signatures de certains hommes politiques, et ces signatures et ce document pourraient intéresser la CPI. Il serait intéressant aussi que le peuple puisse savoir de quel document il s'agit et qui sont les signataires de ce document. Je continue sur le terrain de l'auto-infantilisation. Parce que dans le document, il en parle aussi. Le voyage de Libreville. La scène entre mon grand frère Joben, Sioké, au grand amusement des Gabonais. Mais la scène aussi de N'Djamena, où on convoque et le chef de l'État de transition et le Premier ministre pour imposer une solution, pour les obliger à démissionner. C'est cela l'auto-infantilisation qui continue d'ailleurs. Parce que nous n'avons pas justement, nous n'avons pas précisément le courage, la confiance réciproque de nous asseoir et de trouver des solutions inter-centrafricaines. J'ai toujours considéré que dans notre pays, nous ne disposons pas de relais culturels, de chefferie ou autres, comme on le voit au Sénégal, avec les Mourides. Excusez-moi. 2 minutes. Bon. Nous n'avons pas les types de relais comme au Sénégal, comme au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, c'est le président, le chef peut convoquer même le chef de l'État et trouver une solution à un problème. On n'a pas ça. Je termine rapidement, pour ne pas monopoliser la parole. Je termine sur la question, parce que l'auteur a abordé et ça me tient au cœur. Nous étions dans la même situation que le Mali. Hollande a fait le choix, et il l'a dit dans son livre, qu'il dédicace actuellement, il fait le tour de la France. Quand il est arrivé au Mali, il a dit « C'est le plus grand jour de ma vie au Mali ». Sans que vous ayez certainement lu ce bouquin. Dans la même période, la RCA qui est attaquée par la Séléka, Hollande ne fait pas intervenir les forces françaises. Alors qu'au Mali, il fait intervenir les forces françaises pour précisément empêcher la propagation de la peste djihadiste dans ce pays et au-delà. 2 poids 2 mesures. Et pourtant, l'histoire nous a toujours enseigné que c'est précisément Lubangui Chari qui a permis à la France de se libérer de la domination nazie. Je m'arrête là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je viens d'apporter tout mon soutien. Pour ceux qui ne le savent pas, ma complicité avec le Crépin date au moins 28 ans aujourd'hui. Et à l'aide de nos professeurs qui est ici dans cette salle, je veux parler du professeur Dibert Doulé,
je pense que nous avons enseigné en première année de licence en droit. Et cette complicité a duré jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver dans la vie active. Et je lui apporte tout mon soutien pour cet exercice très difficile, mais courageux. Ce que je voulais dire aux compatriotes ici, ce livre n'a pas été écrit contre quelqu'un et pour quelqu'un. Certainement un jour, j'apporterai ma part de vérité dans ce qui a été dit dans ce livre. Il a parlé de moi, j'ai saisi la Cour pénale internationale lorsqu'il disait que quand j'étais chef d'État intérimaire, je portais des lunettes qui ont carrément avalé mon visage. J'ai un avocat. J'ai pris un avocat dans cette affaire. Malheureusement pour moi, cet avocat, c'est Maître Pepengoli Lumumba. Donc il bénéficiera des circonstances atténuantes. Chacun doit contribuer à ce que ce livre ne puisse pas diviser la classe politique centrafricaine. Parce que depuis que ce livre a été écrit, j'ai compris qu'il y a des problèmes au niveau de la classe politique à un moment où le peuple centrafricain a besoin que nous puissions parler d'une même voix. Par devoir de vérité, Crépin a espéré qu'il fallait qu'il puisse dire sa part de vérité. Et d'autres acteurs pourront aussi le faire. Mais faire en sorte qu'instrumentaliser une partie de la population, une partie des compatriotes qui ont été cités dans ce livre, pour dire que c'est une affaire d'homme à homme, je ne pense pas que le débat politique puisse prospérer dans ce pays. Ce pays a besoin plus de dialogue et c'est ça qui nous manque. C'est normal qu'on nous infantilise. C'est normal qu'on nous infantilise. J'ai eu à jouer un rôle important pendant cette période de déficit. L'OC a rappelé comment nous avons été infantilisés à Libreville et le cas de Djamena. C'est vrai. Même si certains ont condamné Djamena, mais je pense que Djamena a sauvé la République centrafricaine. Il a fallu Djamena pour que nous puissions en arriver là. Aujourd'hui, les mêmes faits ont produit les mêmes effets. Pourquoi on ne se parle pas entre nous? Si le chef d'État décide aujourd'hui de parler aux Centrafricains, il ne sera même pas question pour nous d'aller peut-être ailleurs pour un autre dialogue. On refuse de parler entre nous, mais c'est normal qu'on nous infantilise. Le jour où on comprendra que nous avons une communauté de destin et que nous avons un pays en partage, quelles que soient les divergences entre nous, nous devons parler entre nous Centrafricains. Je pense que ce pays-là sortira de son gouffre. Je vous remercie. Mon cher Crépin, tu as tout mon soutien, mais je pense que rien n'arrêtera notre marche jusqu'à ce que ce pays puisse retrouver le chemin du développement. Je vous remercie. Qu'il s'agit d'un café littéraire. Et ils ont situé ce débat dans un cadre purement littéraire. C'est bien ce que, à moins que j'ai mal écouté, c'est un débat purement littéraire. Un débat littéraire et historique. Littéraire et historique. Il a même souligné que cette œuvre vient grossir le nombre des grandes œuvres qui ont été écrites par des écrivains centrafricains qu'il a bien voulu citer. Nous saluons ce livre écrit par Crépin. Je voudrais le féliciter pour la qualité de rappels historiques, de rappels culturels, mais on se pose une question. Vous avez dit, je pense que c'est l'auteur lui-même qui a dit qu'on ne cite pas les contemporains. On ne cite pas les contemporains. Dans ce livre, en citant les contemporains, les débats prennent une autre tournure. Les interprétations se focalisent surtout sur les aspects politiques. Et ça, vous ne pouvez pas nier que le livre a été écrit pour ou contre les gens, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre et qui se sentent visés et qui sont prêts à réagir. L'auteur a d'ailleurs, dans les premières pages, précisé qu'il assumait ce qu'il disait, parce que ce qui est dit dans le livre est il y a tellement de vérités, est-ce que c'est des contre-vérités?
il n'y a que les personnes citées qui pourront démentir ce qui a été dit. Donc nous nous situons, nous sommes dans un cadre purement politique. L'auteur, quand bien même c'est une œuvre littéraire, c'est un ancien ministre, de surcroît un avocat, qui a joué un rôle important dans la transition parce qu'il situe son récit entre 2012 et de nos jours. Ça veut dire que toutes les actions qui ont été menées ou toutes les atrocités qui ont été commises pendant cette période sont concernées et les gens qui sont cités peuvent, puisque des extraits de ce livre ont circulé sur les réseaux sociaux et aujourd'hui le commentaire qui est fait dans les quartiers n'est pas ce que nous disons ici. Le malheur pour nous, c'est qu'il s'agit, vous l'avez souligné, nous lisons très peu et c'est dommage. Ce livre s'adresse à une élite, il y aura peut-être une centaine de personnes qui va lire ce livre et c'est très dommage. Donc les interprétations qui vont se faire, mais c'est des interprétations qui vont amener des problèmes dans la cité. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Nous souhaitons que de façon sereine, on essaie de comprendre que l'auteur a essayé de dire ici les mots qui minent la République centrafricaine. C'est vrai que nous devons les affronter avec lucidité, mais tout ce qui est dit dans le livre, je vous assure que des gens vont réagir. Les personnes qui, ici, pensent que le livre ne vise personne, ne disent pas la vérité. En tant que... Moi, ça c'est le sentiment que j'ai eu, parce que j'ai lu le livre entièrement. Le sentiment que j'ai eu, l'auteur, en tant qu'homme d'État, a dit des choses. En politique, il y a ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Et il y a surtout pour les hommes d'État, le secret d'État. Lorsque un homme politique déballe tous les entretiens qu'il a eus avec des chefs d'État, avec des ambassadeurs, quelles seraient les interprétations qui seront faites de sa capacité d'homme politique dans le futur? Présenter leur vision de ce qu'ils comptent faire, de ce qu'ils souhaitent faire. Nous avons eu un exemple ici aussi où M. Ziguélé a sorti un livre où il parle de sa vision de la politique du pays. Je pense que c'est de cela que je voudrais parler, c'est cette interrogation que je me pose. Est-ce que, en faisant ce déballage, ça c'est mon terme à moi, en faisant ce déballage, est-ce que l'auteur ne va pas s'attirer les foudres de certaines personnalités qui lui ont fait confiance, Voilà quelques commentaires que j'avais à faire à propos de ce livre, qui, il ne faut pas l'occulter, va amener des interprétations diverses contre l'auteur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez décrit de manière très comique Abakar Sabon, très maigre, hein, avec le front dégarni, qui vous donnait un aspect plutôt comique. Mais c'est vous, c'est votre nature, vous êtes comme ça, vous avez écrit, et je vous félicite pour ça. C'est à la fois très plaisant de le lire, mais c'est à la fois très profond. Très profond parce que ça dit certaines vérités que le peuple centrafricain voudrait bien savoir. Je sais que vous avez été accusé d'être l'un des financiers de la Séléka à travers Jacques Greenberg. Et ça vous colle à la peau comme le sparadrap de Capitaine Haddock. Et est-ce que ce bouquin, est-ce que ce livre n'est pas un exercice de justification au peuple? Ça, c'est la première question que je voudrais vous poser, parce que beaucoup de gens pensent, et on voit tout un pan du livre où vous revenez dessus, quand Bozézé vous accuse d'avoir financé la Séléka, vous êtes l'avocat de Jacques Greenberg, il vous a donné de l'argent, etc. Donc il revient plusieurs fois dessus, et je pense que même le Premier ministre Tiangaï a répliqué pour dire non,
c'est lui et Zarambo qui étaient l'avocat de Greenberg, mais pas vous. Alors donc, la première question, c'est quel est le sentiment que les gens ont de ce livre? Apparemment, certains pensent que vous vous justifiez par rapport à au financement de la Séléka à travers Jacques Greenberg. Bien, maintenant, à la page 257, quand vous justifiez lors d'une concertation qu'il y a des arguments qui vous ont fait basculer dans le choix de l'entre-deux tours, entre Dolo Guélé et Touadéra, je suis assez surpris et je me rends compte effectivement que les hommes politiques centrafricains font le choix d'un homme, non pas à travers les intérêts d'un peuple, mais à travers leurs propres intérêts. Parce que quand on regarde à la page 275, le titre « Un mandat destructeur », et quand le premier paragraphe, vous dites que Touadéra est le plus grand fossoyeur de la République, alors qu'avant, vous avez soutenu au deuxième tour, alors je me pose la question de savoir, est-ce que vous aviez une vision politique? Est-ce que si c'était à refaire, vous feriez le même choix? J'ai dit. Parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut regarder de près. Avant de venir à cette question-là, j'aimerais poser une question personnelle à Crépin Boligumba. Parce que quand même, celui qui écrit ce livre, n'en déplaise à M. Babachaka, n'est pas un écrivain comme le dirait Gouga. Ce n'est pas un citoyen de la société civile. C'est un homme d'État, un homme politique, qui de surcroît est jeune, M. Crépin Boligumba, et qui sort de sa première expérience véritablement de la gestion de l'État, et qui écrit un livre qui n'est pas des moindres que François Hollande écrive. C'est normal. Que Balladur écrive, c'est normal. Il est à la fin de sa vie et de sa carrière politique. Donc, ça pose quand même un problème. Et j'ai la mauvaise habitude de lire plusieurs livres à la fois. Je lui avais dit à M. Boligumba au téléphone. Et quand son livre est arrivé, j'étais en train d'achever la lecture du livre de François Hollande qui a été évoqué, et un livre écrit par Balladur qui s'intitule « Le pouvoir ne se partage pas ». Donc finalement, le livre est arrivé au bon moment. Et je saisis cette opportunité pour m'appuyer sur un paragraphe du livre de Balladur qui sera donc une question personnelle à M. Crépin Boligumba. Je vais citer Balladur. La force des vrais politiques, et je me reprends, la force des vrais politiques est de savoir se taire, d'attendre, soutenu par la conviction que seul il représente quelque chose d'irremplaçable, à quoi l'événement contraindra un jour de lui faire appel. Pourquoi vous n'avez pas attendu? Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant? Ce n'est pas le fait d'écrire un livre. Vous l'aurez écrit 30 ans après, 20 ans, vous aurez eu 60 quelques, vous avez 40 quelques, vous n'avez pas 50 ans encore. Je l'aurais accepté volontiers, mais seulement c'est un jeune politique en début de sa carrière politique qu'il écrit et qui dit des choses quand même. Il faut reconnaître qu'il y a des parties noires dans ce livre, tout n'est pas beau dedans. Bref, ça c'est personnel et j'attends, moi pauvre citoyen, j'attends de vous une réponse à cette question. Mais je suis devant mes compatriotes et j'aimerais verser au débat la question suivante. Puisque vous commencez le premier chapitre de votre livre, M. Crépin Boligumba, en évoquant la question du pétrole, voyez-vous la faiblesse de ce pays, la décadence de ce pays n'est pas liée à tout ce que vous avez évoqué dans votre livre. Parce que les contradictions politiques, les contradictions entre les hommes, on les trouve partout, peut-être même à des dimensions plus tenaces que ce que nous avons dans notre pays. Qui vous dit que le Congo est un pays apaisé?
du point de vue de relations entre les hommes politiques? Qui vous dit que le Tchad est un pays apaisé du point de vue de relations entre les hommes politiques? J'ai donc la faiblesse de croire que ce qui a fait réussir ces pays est ailleurs. Mais les pays que je viens d'évoquer, quelle est la particularité de ces pays? C'est que c'est tous des pays qui ont réussi à exploiter, à mettre en valeur leurs ressources naturelles. Nous pouvons faire tous les débats que nous voulons. Aller au dialogue ou ne pas y aller. Changer Touadéra ou ne pas le changer. Tant que nous ne résoudrons pas la question économique, ce pays restera un petit pays. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 100 milliards de recettes en une année, de recettes publiques? Pendant que le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun ont tous plus de 3 000 milliards. Vous en avez 100. Le Tchad à côté a 1500 milliards de revenus publics par année. Nous en avons 100. Tout ce qu'on vous raconte est faux. Tout ce que le Fonds monétaire international dit est faux. Si vous prenez le taux de croissance actuel de la République centrafricaine, qui est près de 5%, admettons que nous le doublons, on le fait passer à 10%. Pendant 10 ans, vous n'atteindrez guère 300 milliards. Le calcul est tellement trivial. Les jeunes étudiants sont parmi nous. Vous prenez 100 milliards, vous le multipliez par 1,10 exposant 10, ça vous donne le résultat. C'est moins de 300 milliards. Moins de 300 milliards, donc en 10 ans, même avec un taux d'intérêt de 10%. Ça signifie quoi? Que dans 10 ans, nous n'aurons même pas le tiers du revenu public du Tchad. Voilà la réalité. Voulez-vous former une armée avec ça? Mais financer une armée, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Le Tchad a réussi à avoir aujourd'hui une armée taillée à au moins 70 000 bonhommes, mais parce qu'ils ont les moyens pour le faire. J'essaie de dire quoi? Que nous devons réverser dans le débat public la question d'exploitation des ressources naturelles de la République centrafricaine. Vous ouvrez votre premier chapitre avec ça. Vous avez été homme d'État, moi je ne l'ai jamais été. Vous avez été très proche de ces gens-là, je ne l'ai jamais été. Dites-nous un peu pour quelles raisons on n'arrive pas à régler ce problème de pétrole. Je vous remercie. Merci, Président. Et deux questions. Ce qui touche à votre personnalité, à votre action politique, à votre livre, à vos livres, et nous le voyons ici aujourd'hui, suscite chez les autres soit la répulsion, soit l'attirance. Vous citez souvent François Mitterrand, un autre juriste. Je crois sincèrement que vous n'avez pas besoin de deux avocats, l'un pour le tordu et l'autre pour le droit. Vous êtes l'avocat de vous-même. J'appelais l'autre jour le ministre Sioké. Venez à cette présentation d'autant plus que le livre parle de vous. Ah, mais, ah bon? Qu'écrit-on sur moi? Que quand vous étiez dans le même gouvernement, vous ne lui donniez jamais du monsieur le ministre d'État. Ah, mais dis donc, Crépin Mboligumba n'a jamais été ministre d'État. Vous veniez justement d'être nommé ministre d'État par décret présidentiel contresigné par le Premier ministre. Vous étiez en charge des travaux publics. J'ai trouvé dans le gouvernement des dinosaures comme M. Sioké précisément, ou comme Maître Henri Pouzer, Dieu et son âme. J'ai posé la question à Ankotazo, un ami centrafricain. Il m'a dit, mais Nicolas, Crépin Mboligumba
a initié Nicolas Tiangaï dans la franc-maçonnerie. Devenu Premier ministre, il lui a envoyé l'ascenseur. Ce serait inconvénient ici de vous demander si oui ou non vous êtes franc-maçon. Ni à quelle loge vous appartenez. Mais il est vrai, vous n'en parlez pas dans votre livre. Est-ce que la franc-maçonnerie joue un rôle important dans la promotion politique, économique et sociale en Centrafrique et en Afrique centrale? Votre ami Genevois, de 10 ans, depuis le dialogue politique inclusif, il m'écrit ceci. La lecture du bouquin est assez agréable, mais l'exercice est fort utile pour la RCA, que chacun livre sa part de vérité. Enfin, parlons de votre nom. Docteur Alexandre Manirakiza est chef du service épidémiologie à l'Institut Pasteur de Bangui. Il m'écrit: son nom complet est Crépin Mboli Goumba Débéré. Je lui réponds: docteur, tu n'y es pas encore. C'est Crépin Marlon Mboli Goumba Débéré. Donc vous voyez, maître, il y a débat même jusqu'à votre propre nom. En publiant ce livre témoignage, venez-vous de vous engager corps et âme dans la prochaine campagne présidentielle? En tant qu'écrivain, votre mission est-elle terminée? Je vous remercie. Le livre qu'il a écrit, c'est vrai, c'est un pavé qu'il a jeté dans la mare. Et donc il revient à ceux ou à celles qui se sentent concernés à tort ou à raison de pouvoir apporter les preuves contraires. Mais en lisant ce livre, ça commence par l'image de Bozizé Tiangaï par une photo. Et je me suis interrogé à chaque instant, toujours en me marrant. Parce que je comprends que dans ce pays, la politique, c'est une affaire d'homme à homme, de passion. On ne parle pas de la RCA, du peuple. J'ai lu mon très cher Crépin du début à la fin. Mais je comprends que ce livre, je ne sais pas, je me suis interrogé. Il a fait pour se justifier? Ou c'est encore une nouvelle ruse politique? Mais si c'est une ruse politique, je pense que c'est contraire à la ruse de Machiavel. Eh bien, j'ai lu le livre, je l'ai relu, mais je me dis, mais à chaque fois, on parle de calcul ici, de Libreville, des ententes entre l'opposition, entre telle personne, Tiangaï, Soké, on fait le lit, un chemin droit pour mettre Ziguelo au pouvoir. Mais je me dis, mais finalement, dans ce pays, où est l'intérêt de la RCA dans tout ça? Où est l'intérêt du peuple dans tout ça? Dès lors que Crépin le dit très bien, il y a eu des tueries, des exactions, on en a vécu. Pourquoi il n'a pas démissionné? Il dit, s'il n'a pas démissionné, c'est parce qu'il voulait rester pour protéger Mbomu. La RCA, c'est la région de Mbomu. On a tué des Centrafricains, on a tué beaucoup de gens. Ni Tiangaï n'a pas démissionné parce qu'il s'était accouché à l'homme marocain. On a fait des exactions. Dans tous les quartiers, on vivait la peur, on vivait des choses terribles. J'ai lu dans le livre, je pensais qu'il devait y avoir un brin de démission, tout ça. Il n'y en a jamais eu. Et ensuite, Libreville, Djamina, Brazza. Moi, je pensais que l'opposition allait avec un programme de gouvernement. Que lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, ils vont mettre ceci, créer des infrastructures, faire ceci. Or, qu'est-ce qu'on constate?
c'est des petits calculs entre hommes politiques pour avoir beaucoup d'argent, ne pas donner des ordres de mission au président, tandis que le Premier ministre prend pour lui et voyage avec. Je me dis, dans ce livre, c'est quel monde? Pourquoi il a écrit ce livre? Il voulait faire quoi? Il voulait se justifier. Quel est l'intérêt de ce livre? Qu'est-ce qui l'a animé? Et j'ai continué à la page 297. 297, il dit, c'est donc un vrai faux débat destiné à distraire. C'est d'ailleurs toujours avec amusement que j'observe certains politiques centrafricains énoncer rituellement qui sont contre l'amnistie comme s'ils avaient le choix. Là encore, il faut éviter de prendre le problème sous l'angle idéologique et arrêter l'hypocrisie qui consiste à ne pas vouloir discuter directement avec les vrais protagonistes de la crise, à savoir Bozizé, Djotodia, Adam et Damas. Je pense que tous les hommes politiques de la RCA, tendance confondue, n'aiment pas ce pays. D'ailleurs, à preuve, si on va aujourd'hui dans chaque domicile d'hommes politiques en RCA, ils n'ont ni femmes ni enfants ici. Ils sont tous à l'étranger. Et ils viennent amuser la galerie ici, pousser nos pauvres enfants, tout ça là, dans les rues. Lorsque moi ça tourne mal, ils s'en vont. Voilà encore la preuve que nos hommes politiques n'aiment pas la RCA. La RCA est le pays, le champion, qui a fait tous les dialogues, qui a eu toutes les recommandations fortes, extra ceci. On n'a jamais appliqué. Et à chaque fois, il faut aller au dialogue. Pourquoi dialoguer? Pourquoi? C'est encore de nouveaux calculs pour leurs intérêts eux-mêmes. Lorsqu'il était question de combattre Patassé, c'était une question de personne. Il n'y avait pas d'intérêt de la RCA dedans. Lorsqu'il était question de combattre Bozizé, c'était une question de personne. Lorsque la Sénéca est venue, vous l'avez vu dans le livre, il le dit très bien. La Sénéca a fait des exactions. Pourquoi elle n'a pas démissionné? Pourquoi le PM Tchanga n'a pas démissionné? Pour montrer que non, nous on veut la RCA. Nous on lutte pour le peuple. Ils n'ont rien fait, ils étaient attachés seulement à leurs Marocains. Tchanga voulait dire non, voilà, l'accord de vie a dit ceci, que voilà, même si on change de gouvernement, c'est verrouillé, on part. Vraiment, moi je suis estomaqué de ce que moi les hommes politiques font dans notre pays ici. De grâce, pensez un peu à la RCA. La RCA est malade de ses enfants. La RCA est malade de ses hommes politiques. Arrêtez-nous ça. J'en ai fini. Je viens à peine de rentrer dans cet ouvrage. En titre de rappel, je suis M. Baudouin Bingao Gotologué, un citoyen centrafricain lambda. À l'heure de ce que j'avais dit, il m'a fallu rassembler mes idées, construire un peu mes arguments pour pouvoir dégager ce que j'ai comme préoccupation ou encore question à avancer à l'endroit de notre cher auteur, maître Crepin Boligumba. Mais d'abord, à première vue, lorsque je suis tombé sur cet ouvrage, j'ai trouvé en tout cœur le document très intéressant. C'est vraiment un discours super musclé, tranchant, une réflexion, si vous me le permettez, très percutante, puissante et grave. Et c'est ici que je veux vraiment rendre d'une certaine façon un hommage tout à fait particulier à l'endroit de son auteur, surtout pour son courage à pouvoir proposer une certaine réflexion au grand jour, au public centrafricain, histoire de nous amener, de nous pousser un peu plus loin à réfléchir sur notre histoire, sur l'histoire politique de notre pays. Je le dis parce que moi-même, je suis un auteur en gestation et donc pour moi, c'est comme une solidarité de pouvoir partager mes sentiments avec l'auteur ici présent. Et si jamais on me demande de donner un titre à cet ouvrage, je le nommerai volontiers
penser à coups de marteau et de balaka. C'est une philosophie actuelle qui peut, d'une certaine façon, justifier ma position. Cher maître Mboli Goumba, si maintenant vous me permettez de venir en ma question. En connaissance du réel, nous savons tous ici présents que vous avez eu à diriger ce pays d'une certaine façon. Vous étiez aux affaires pendant ces périodes de turbulence et de crise en tant que ministre d'État, jeune que vous êtes. C'était une responsabilité de taille qui vous a été incombée. Alors, aidez-moi à comprendre une chose. Au regard de ce que je viens de dégager à l'instant, qu'est-ce qui peut expliquer une telle réaction de votre part quand on descend de plein pied dans votre pensée, tout ce que vous avez écrit dans cet ouvrage, surtout cette pensée qui vous amène à pointer du doigt sans vergogne ceux avec qui vous avez eu à diriger ce pays, comme je l'avais élucidé ici tantôt, à parler, à dire, à critiquer, à dégager tout ce qui se trouve dans vos entrailles, comme nous le constatons aujourd'hui. En fait, quelle serait la véritable intention qui vous a manifesté les en dessous, en quelque sorte, du message que vous désirez aujourd'hui, tant au niveau national qu'international, apporter au Centrafricain lambda qui vous lit, qui vous suit en ce moment. Sur ce, je termine ma préoccupation. Je vous remercie. Les gens doivent parler librement de leur opinion, parler librement de ce qu'ils ressentent. Quelques jours, un prêtre est mort. Ça fait 5 ou 6 prêtres qui sont morts. À tout le monde. Ça, je suis d'accord avec vous et à 100%. Le but pour moi, ceux qui aiment le livre, ceux qui n'aiment pas, et que l'auteur puisse nous donner à des invités qui est des professeurs d'université en termes d'histoire. Parce que je pense que les historiens aussi, dans tout ça, ont un rôle à jouer. Et bien, je pense que nos populations seront modifiées. Et peut-être, quand ils comprendront ce qui se passe, ils arrêteront de... Donc, je vais passer maintenant la parole à quelqu'un. Je veux dire que...